Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. Et on parle d'affaires internationales et américaines dans ce cas-ci avec Stéphane Bureau. Bon début de semaine, Stéphane. Salut Mario et bon lundi à toi aussi. Je te laisse mettre la table, mais je serais curieux de t'entendre aussi dans cette conversation. Ouais, ben en fait, la question que tu soulèves ce matin, c'est est-ce que Donald Trump dérape ou est-ce qu'il a une stratégie dont on ne voit pas tous les contours à ce moment-ci? Alors, je pense que ça dit quelque chose de la situation que nous vivons, mais pas juste aux États-Unis. On pourrait reproduire l'affaire en France et en Grande-Bretagne, j'y reviendrai, probablement aussi au Canada et au Québec. Mais il y a clairement une stratégie qui est assumée du côté de la campagne de M. Trump et de M. Vance qui échappe à tout le moins aux grands médias. Parce que je me faisais la réflexion ce week-end en lisant le Washington Post, le New York Times, je ne sais pas si tu l'as fait, qui questionnait le jugement de Donald Trump en disant sur un certain nombre d'enjeux, il a l'air complètement à côté de ses pompes, à côté de ses chaussures. Mark Robinson, qui est le candidat au poste de gouverneur en Caroline du Nord, qui aurait fait des commentaires plus que oiseux il y a 10 ans sur un site de porn, le président a hésité à prendre ses distances avec lui. L'influenceuse Lori Loomer, dont on parle beaucoup, qui est à ses côtés souvent en campagne et dont il prend pas ses distances alors qu'elle aurait et qu'elle a commis plusieurs commentaires à connotation raciste, en tout cas très tendancieux, comme commentaire, de Taylor Swift, dont il disait la semaine dernière, je hais Taylor Swift, après qu'elle a appuyé la candidate Harris. Et tout le monde se dit, mais est-ce que tu peux gagner avec une pareille stratégie, avec un pareil discours? Je reviens sur la question des animaux de compagnie. Springfield, en Ohio, il a promis même d'aller peut-être faire campagne, de faire un arrêt à Springfield, alors que le maire dit, s'il vous plaît, M. Trump, ne venez pas ici, les tensions sont suffisamment vives. Moi, là-dessus, sur Springfield, j'ai mon idée. Moi, je pense que les animaux de compagnie, là, ils savent, là, ils savent que ça tourne au ridicule. Mais on dit que tu gagnes une élection en imposant la question de l'urne. Quand on parle de manger des chiens et des chats, aussi ridicule que ça puisse être, on parle des problèmes d'immigration hors contrôle, de frontières non gérées. Et donc, à chaque jour où on parle de ça, Donald Trump fait le calcul qu'il est en train, par un chemin peut-être loufoque, mais qui est en train d'imposer la question de l'immigration comme question de l'urne. Et leur calcul, c'est si, en allant aux urnes, l'électeur ordinaire pense problème d'immigration, problème de frontières, à terme, il va voter républicain. Même si il va savoir, l'électeur, que c'est sûr que sur l'affaire des chiens et des chats, ils ont déconné. Comme la question de l'urne devient l'immigration, il va voter républicain, il va voter Trump. Alors, je pense que ça, c'est assumé. Et je pense que c'est assumé sur tous les fronts. C'est-à-dire que le calcul en ce moment de M. Trump et de M. Vance, c'est plus on nous tournera en ridicule dans les médias traditionnels, plus nous risquons de solidifier notre base électorale. Et la stratégie, c'est pas nécessairement d'aller chercher beaucoup d'électeurs à la marge, les fameux indécis ou encore ceux qui sont des indépendants, mais c'est au contraire de solidifier sa base et de les faire sortir d'ici le 5 novembre et aussi le 5 novembre et d'alimenter cette impression qu'il y a une déconnexion entre ceux qui nous gouvernent et le bien essentiel des électeurs. Et je te disais tout à l'heure, je vais faire un pas de côté, c'est pas juste aux États-Unis. En France, ce week-end, on a vu qu'il y a un gouvernement qui se mettait en place, un nouveau gouvernement, après 2 semaines que le nouveau premier ministre a été nommé. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que le parti du président Macron, qui est arrivé 3e aux dernières élections en juillet dernier, forme le gouvernement. La majorité des ministres sont des gouvernements qui viennent de l'aile de M. Macron, alors que le Rassemblement national, parti de droite et même d'extrême droite, est le premier parti de France et que la première grande famille politique à avoir remporté les élections, c'est le nouveau Front populaire qui coalise toutes les gauches. Or, la gauche, elle est absolument pas, sauf pour
un ministère, je pense, présente dans ce nouveau gouvernement. Qu'est-ce que se disent les électeurs? Est-ce que vous nous avez écoutés ou pas? En Grande-Bretagne, tu as un gouvernement, celui de M. Keir Starmer, travailliste, social-démocrate, qui a remporté une élection, mais sans aucune équivoque, avec seulement 34% d'appui, mais une majorité écrasante aux communes. Et ce gouvernement, donc, qui devrait être de gauche, a commencé par dire, ben vous savez, tous les retraités qui recevaient un coup de pouce pour payer leur facture d'énergie, on ne sera plus en mesure de les aider parce que c'est une période d'austérité qui commence. Puis qu'est-ce qu'on apprend derrière ça? Que M. Starmer, l'homme de gauche, a accepté toutes sortes de cadeaux. Alors on dira, est-ce que c'est conséquent? Non. Mais d'aller voir son équipe de soccer favorite dans des loges qui coûtent une fortune, mais parce qu'on vous a offert les places alors que vous allez devenir premier ministre, ça soulève des enjeux, évidemment, d'éthique, et particulièrement pour un gouvernement, pour un premier ministre qui se dit être à gauche. Et aux États-Unis, je reviens encore une fois à cette déconnexion entre le discours officiel et ce que les électeurs ressentent. La semaine dernière, qu'est-ce qu'on apprenait? Celui qui conseillait le maire de la ville de New York pendant la crise de la COVID, pendant l'année la plus importante, donc de 2020 à 2021, le médecin qui était responsable de faire respecter la distanciation, qui parlait évidemment aussi de confinement dans les circonstances, ben pendant qu'il disait ça, lui, il faisait la fête. Il allait à des danses illégales, a même participé à des sauteries, des petites fêtes sexuelles, totalement illégal dans les circonstances, puisqu'on demandait aux New-Yorkais de garder leur distance, de rester chez eux. La même chose a presque coûté la carrière à Boris Johnson, les parties au 10 Downing Street. Ça aurait dû coûter la carrière à Boris Johnson, qui disait aux Anglais, ils ont été radicaux là-bas, attention, vous devez rester planqués chez vous, et on faisait le party au 10 Downing Street, qui est la maison du premier ministre. Alors, qu'est-ce que ça alimente? Ben, une idée que les politiques nous disent une chose et en font une autre. Et qu'est-ce qui est aujourd'hui le carburant de M. Trump? C'est de dire, plus vous direz de mal de moi, plus vous me tournerez en ridicule, plus vous penserez que mes positions sont farfelues. Alors, je ne dis pas que ça sera récompensé, mais je crois que c'est le pari et qu'on le sous-estime. Pourquoi il accepte de parler, mais tous azimuts, à toutes sortes de blogueurs et podcasteurs qui sont en dehors des clous habituels des médias? Parce qu'il sait qu'il y a là un public qui va chercher son information, qui ne lit justement plus le New York Times. Et qu'est-ce qu'on apprend quand on lit les sondages depuis une semaine? Bien que c'est malgré sa défaite lors de son débat contre Mme Harris, les sondages n'ont pas beaucoup bougé. En fait, les opinions favorables à l'ancien président ont augmenté légèrement au cours des dernières semaines et sont supérieures à ce qu'elles étaient quand il affrontait Joe Biden. Qu'est-ce qu'on apprend dans un sondage New York Times, Siena College aujourd'hui? C'est qu'en Arizona, il est, je ne dirais pas confortablement en tête, mais il l'est davantage qu'il y a 2 semaines. En Géorgie, il est toujours en tête. C'est serré en Caroline du Nord. Alors, il reste évidemment le mur bleu, le Blue Wall, au Michigan, au Wisconsin et dans ces États clés que sont aussi évidemment la Pennsylvanie. Et ce qu'on constate, c'est qu'il n'a pas reculé. Et en fait, qu'en Pennsylvanie, le sénateur démocrate, M. Fetterman, dit « Attention, soyez très, très, très vigilants. C'est beaucoup plus serré qu'on ne le dit. » Fait qu'il se passe quelque chose que tu ne liras pas dans les grands journaux, mais qui, certainement, en tout cas, ressemble à une stratégie assumée par l'équipe républicaine et qui pourrait peut-être surprendre, je dis bien pourrait peut-être surprendre, mais c'est beaucoup plus serré qu'on nous le dit. Et il y a quelqu'un qui assume parfaitement son contre-discours, qui fait rire beaucoup de gens, mais qui résonne auprès des électeurs beaucoup plus, encore une fois, qu'on ne lit et qu'on le dit. Mais là, en fin de semaine, il a annoncé quand même que s'il ne gagne pas cette fois-ci, c'est la dernière chance. Il ne revient pas en 2028. C'est pour la première fois peut-être une admission de ce qu'il pourrait ne pas gagner. Mais oui, c'est ce qu'il a dit à Cheryl Atkinson, qui est d'ailleurs, c'est intéressant, une ancienne journaliste vedette, je pense à CBS, mais qui travaillait pour un grand réseau de télévision, qui a fait sa carrière pour un grand réseau de télévision et qui, depuis quelques années, a un véritable public, a beaucoup d'impact,
mais plus à l'intérieur des médias traditionnels, qui a créé sa propre plateforme et qui, je pense, a un show de télévision aussi sur un réseau plus marginal, mais qui s'est réinventé. Et il n'y a pas de hasard si c'est à elle qu'il voulait parler, parce qu'il sait qu'il y a aujourd'hui des électeurs qui écoutent et lisent, et puis quand je dis des électeurs, je parle de beaucoup d'électeurs qui écoutent et lisent autre chose que sont nos références à nous et qui sont non seulement déterminants dans ce qui va permettre de gagner les prochaines élections, mais qui sont les médiums que M. Trump et M. Vance vont continuer à utiliser jusqu'à la fin, sachant qu'il y a là peut-être pour eux, sinon certainement pour eux, une stratégie gagnante. Pas à convaincre parce que je vis dans ma maison avec une personne qui s'est éloignée un peu des médias traditionnels, qui a parti un podcast et qui est un des plus écoutés en français en Amérique du Nord et qui, je pense, a gagné en influence. Là. Écoute, je te dirais que souvent, a plus d'influence aujourd'hui qu'à l'époque, là, tu sais. On m'arrête souvent, puis c'est pas une blague, et c'est pas pour relancer ma tribune par rapport à celle de Marie-Claude, mais on m'arrête souvent, et j'ai jamais pensé que c'était possible, pour me parler de Contact, mon podcast, davantage que ce que j'ai fait à la radio ou à la télévision depuis 10 ans. Il y a un autre public, et des plus jeunes et tout ça. Donc ouais, c'est ça, c'est un nouveau monde qui se lève. Hey Stéphane, merci. Un plaisir, bonne semaine.